Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo que l'on pourrait qualifier à peu d'enquête. Parce que vous voyez, le 29 octobre dernier, j'ai un peu comme tout le monde été surpris d'apprendre la mort de Matthew Perry, l'acteur du personnage culte de Chandler dans la série Friends. Alors soyons clairs, c'est pas un acteur que j'appréciais plus que ça. D'ailleurs, je ne le connaissais pas vraiment. Et puis, quitte à être honnête, autant vous avouer que je ne suis pas un grand fan de Friends non plus. Désolé. Alors, pourquoi en parler, me demanderiez-vous? Eh bien tout simplement parce que, premièrement, cette mort m'a intrigué, et que secondement, elle m'a encore plus intrigué quand on m'a appris que l'acteur avait totalement oublié 3 ans de tournage de Friends. Et que troisièmement, eh bien la vie de Matthew Perry m'a concrètement renvoyé à certains de mes démons. Je vous rassure, moi ça va, et de toute manière, je n'ai pas de jacuzzi chez moi. Bref, la mort, mais surtout la vie de Matthew Perry, faut qu'on en parle, parce que la santé mentale, c'est important. Don't give up, 'cause you have friends. 18 août 1969. Jimi Hendrix joue les dernières notes de sa chanson Hey Joe, clôturant ainsi le festival de Woodstock. Pendant ce temps, dans le Massachusetts, à environ 3 heures de route du festival, plus si on compte les gros bouchons qu'il y a autour quand même, la jeune Suzanne Langford est déjà probablement à l'hôpital, et plus précisément à la maternité. Elle ne va pas tarder à accoucher de son premier enfant qu'elle a eu avec John Bennett Perry, un ancien chanteur en passe de devenir acteur. Il faudra cependant attendre une journée pour que le 19 août 1969, Matthew Perry voit le jour. Il a poussé son premier cri et apparemment, il n'aurait pas arrêté de crier pendant des semaines. Des longues semaines pour les parents. Et ces derniers, inquiets et probablement désireux de dormir un peu, emmènent le nourrisson chez un médecin. Il diagnostique que le petit Matthew, ayant à peine 1 mois de vie derrière lui, souffre de coliques. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on donne à un nourrisson pour calmer des crises de coliques ? Bah, en réalité, il n'y a pas vraiment de traitement pharmaceutique qui fonctionne à 100%. Mais en 1969, la médecine n'étant pas ce qu'elle est aujourd'hui, le docteur prescrit aux jeunes parents une bonne dose de phénobarbital. Pour faire simple, c'est un puissant sédatif, et du coup, il existe vraiment un traitement qui fonctionne à 100% visiblement. Donc voilà, pendant plus d'1 mois, les parents ont finalement eu le droit à un peu de sommeil en shootant purement et simplement leur gosse. Mais bon, c'était l'époque. C'était la mode à l'époque. C'est donc ainsi que Matthew Perry, sans en avoir vraiment conscience, fait déjà face une première fois au démon qui va hanter le restant de sa vie. Bon, c'est pas ce qu'il y a le plus top, mais la vie continue, et quand Matthew a 1 an, ses parents se séparent, son père décidant de rejoindre Los Angeles pour réussir sa carrière d'acteur, et sa mère devant rester au Canada pour être l'attaché de presse du premier ministre canadien Pierre Trudeau. Et oui, c'est bien le père de Justin Trudeau, l'actuel premier ministre canadien. Comme quoi la famille, ça aide. Bref, Matthew et sa mère sont donc abandonnés dans le froid glacial du Canada. Et évidemment, un divorce, ça laisse des traces, et même si sa mère parvient à refaire sa vie et fonder une nouvelle famille, Matthew, lui, se sent comme un étranger dans ce nouveau foyer. Alors il se comporte mal à partir de ses 10 ans, volant de l'argent, se mettant à fumer, et Matthew restera presque toute sa vie un très gros fumeur, va délaisser l'école, boire pour la première fois de l'alcool, et c'est loin d'être la dernière, et va même bastonner Justin Trudeau. Parce que oui, ils étaient dans le même établissement scolaire. Bon, un enfant turbulent, hein, c'est pas la fin du monde non plus, hein, qui n'a jamais battu le fils d'un premier ministre. Point positif, cependant, Matthew est bon au tennis. Très bon même, au point de devenir un joueur junior assez important au Canada. À 15 ans, ne parvenant toujours pas à s'intégrer dans cette famille où il se sent toujours aussi étranger, Matthew s'envole rejoindre son père à Los Angeles. Là, c'est la fin de sa carrière de tennisman, parce que la concurrence est beaucoup plus rude dans un endroit où les terrains de tennis ne sont pas gelés la moitié du temps. Il faut donc se reconvertir, et Matthew décide de suivre le modèle paternel et devenir à son tour un acteur. Il va donc auditionner pour plusieurs rôles et débuter la carrière qui lui a permis de devenir mondialement célèbre. En parallèle, il va aussi débuter sa carrière d'alcoolique en se servant dans les bouteilles de vodka de son père qui lui-même a un petit penchant pour la boisson. Mais bon, la vie suit son cours et Matthew obtient son premier rôle dans la sitcom Charles sans charge où il joue un fils à papa n'ayant qu'une seule et unique ligne de dialogue. Hi. Good afternoon, Miss Pembroke. I'm Mr. Pembroke. Nice to meet you. I'm Ed Staley. Bon, ce n'est pas le succès espéré, mais à 16 ans, c'est tout de même cool d'être dans un truc qui passe à la télé, et ce même si ce n'est que pour une seule ligne de texte. Du coup, Matthew est en pleine confiance, et alors qu'il draguait des filles dans un resto miteux d'Hollywood, un homme lui laisse un mot griffonné sur une serviette avant de partir sans attendre. Le mot dit « Je te veux pour mon prochain film, merci de m'appeler à ce numéro ». Et c'est signé William Richert. Alors, c'est pas le réalisateur le plus connu au monde, mais il a quand même réalisé Qui a tué le président,
avec Jeff Bridges et John Huston. Et surtout, il va offrir son premier rôle au cinéma pour Matthew Perry. Ce sera le rôle de Fred Roberts dans le film Jimmy Reardon, qui sera mené par un jeune et talentueux acteur, River Phoenix. Oui, c'était bien le frère de Joaquin Phoenix. Oui, c'était aussi le meilleur ami de Keanu Reeves. Et oui, sa mort a été tragique. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, Jimmy Reardon, ça n'a pas été un grand succès à sa sortie, ni même maintenant d'ailleurs, mais bon, c'est un début de carrière, c'est quand même cool d'avoir tourné dans un film à 17 ans, je pense. Et Matthew va continuer à enchaîner plein de petits rôles, que ce soit dans Beverly Hills, Seconde Chance, Sydney, bon, toujours pas trop de succès, quoi, et faut bien admettre que les économies de Matthew commencent à fondre à vue d'œil, surtout que bon, l'alcool commence à faire de plus en plus partie de sa vie. Mais ça va, ça reste festif. On arrive donc en 1994, et les réalisateurs commencent à chercher des acteurs pour intégrer leur prochaine sitcom. Et un nouveau script affole tout Hollywood, une nouvelle série nommée Friends Like Us. C'est là que Matthew reçoit un appel. Et non, ce n'est pas pour jouer dans Friends Like Us, mais dans une série intitulée LAX 2194. J'ai la flemme de tout dire en anglais. Qui est une comédie de science-fiction sur des bagagistes de l'aéroport de Los Angeles. 22 500 $ parviennent à convaincre un Matthew Perry dans le rouge à porter la tunique futuriste de Blaine et se confronter à des passagers extraterrestres interprétés par des gens de petite taille. Aïe. Sauf qu'entre-temps, Matthew lit le script de Friends Like Us et se rend compte que le personnage de Chandler Bing n'est pas seulement écrit pour lui, mais que Chandler Bing est lui. Et il veut absolument le rôle. Mais c'est impossible puisqu'il est désormais sous contrat avec LAX 2194. Toujours la flemme. Et qu'en plus le rôle a déjà été proposé à Greg Bierko, un acteur que tout le monde s'arrachait à l'époque. Il a fallu 2 coups du destin pour que Matthew devienne le Chandler que l'on connaît tous. Déjà, Bierko refusera le rôle pour obtenir le rôle principal dans la série Best Friends, oups, et le pilote de LAX 2194, oui, toujours la flemme, n'a pas été retenu pour avoir une suite ayant été jugé comme étant particulièrement atroce. C'est donc ainsi que Matthew Perry reçoit un appel lui annonçant qu'il avait rendez-vous le lendemain avec Martha Kaufman, la co-créatrice de Friends. Bon, là c'est le succès que l'on connaît tous, pas la peine de trop épiloguer dessus, beaucoup d'autres l'ont déjà fait. C'est tellement la gloire que Matthew sortira même avec Julia Roberts, qui est probablement à l'époque la plus grande star hollywoodienne au monde. En 1997, Matthew obtiendra même le rôle principal dans un gros film. Ce sera Coup de foudre et conséquences, son meilleur film selon ses propres dires, où il jouera aux côtés de Salma Hayek. Mais un jour, pendant le tournage, lors d'une scène avec des figurants faisant du jet ski, Matthew décide d'en faire lui aussi. Et à force de faire le mariole sur son bolide, Matthew s'éclate dans l'eau, souffrant alors d'une blessure au cou. Mais il y a encore des scènes à tourner, alors le médecin arrive et donne une pilule à l'acteur afin de le soulager de sa douleur. C'était de la Vicodine, le même médicament que prend le Dr House pour sa jambe. Et si vous avez vu cette série, vous savez probablement que la Vicodine est assez addictive. Faut juste noter, avant de continuer, qu'en parallèle de ces événements, Matthew, maintenant connu et reconnu par tout le monde, se met à boire seul dans son appartement. Parce que c'est plus sûr, la maladie s'aggrave, mais à l'époque, il ne le voyait pas. Et 1 an et demi après cette simple pilule en apparence inoffensive, Matthew en prend désormais 55, et il est temps pour lui d'entamer sa première cure de désintox. On est à la fin de la saison 3 de Friends, et la minceur de l'acteur interpelle déjà. Début de la saison 4, il est déjà davantage frais et dispo. Matthew a en effet décroché de la Vicodine. Félicitations. Mais bon, il a fallu qu'il fasse une crise d'épilepsie assez sévère avant d'être entièrement sevré. Et ma théorie, c'est qu'on décroche plus facilement des choses qui tentent brutalement de te tuer. Mais ce n'est que ma théorie. Et comme l'alcool n'avait pas encore tenté de tuer Matthew, l'acteur reste sobre environ 2 mois avant de se remettre à boire. Et comme il le dit si bien lui-même, les opioïdes avaient failli me tuer, la vodka, ça ne faisait qu'atténuer les vides. Et les vides étaient toujours là, il fallait bien les combler. Techniquement, Matthew avait tout pour être heureux. Julia Roberts, la série la plus populaire, et bientôt le rôle majeur d'un gros film qui ne sera rien d'autre que Mon voisin le tueur. Mais bon, quand ton cerveau t'interdit l'accès au bonheur, ça t'empêche de profiter pleinement de quoi que ce soit. Donc voilà, c'est comme ça que Matthew largue Julia Roberts, étant sûr qu'il allait lui-même se faire larguer suite à un manque évident de confiance en soi, et qu'il se met à boire tous les soirs. Et ce jusqu'en mai 2000, où à l'âge de 30 ans, Matthew nous fait une bonne pancréatite des familles. En gros, la pancréatite, c'est une inflammation du pancréas due dans 40% des cas à une consommation excessive d'alcool. Et on va pas se le cacher, Matthew entre largement dans ces 40%. Ça fait foutrement et brutalement mal,
mal, mais surtout, tout ça, ça peut te tuer. Heureusement pour lui, il se fait hospitaliser et après 30 jours à être alité et nourri par intraveineuse, peut sortir de l'hôpital. Et à sa sortie, on pourrait se dire que la théorie selon laquelle on décroche plus facilement des choses qui manquent de te tuer va s'appliquer, mais non. Matthew reprend non seulement l'alcool, mais aussi la Vicodine et un peu tout ce qui peut traîner comme médoc en fait. Ses camarades de Friends iront même jusqu'à faire une intervention, les producteurs lui colleront un compagnon de sobriété pendant les tournages, mais rien à faire. Au contraire, je pense que plus Matthew a conscience de ses problèmes, plus il a envie de s'en cacher et de les faire disparaître sous des litres d'alcool et des tonnes de pilules. Et alors que Matthew est à Dallas en train de tourner le film au service de Sarah en carburant à la vodka, la coke, la méthadone et du Xanax, sa copine de l'époque parvient à lui faire comprendre qu'il va peut-être quand même assez mal. Alors ni une ni deux, Matthew arrête le tournage du film et retourne en désintox. Ça va durer 3 mois. 3 mois où il va rester en désintox, ne sortant que pour tourner des épisodes de Friends. Mais ça porte ses fruits et suite à ça, Matthew restera sobre 2 années. Mais vous savez ce qu'est une addiction. Il suffit d'un verre ou en l'occurrence d'une pilule pour y replonger entièrement. L'homme prend un verre, le verre prend tout le reste, comme on dit. Bref, l'acteur alterne entre lutter contre ses addictions et rester seul dans la pénombre à boire et se droguer, et ce jusqu'en 2004, année où non seulement Friends se termine, mais année où Mon voisin le tueur 2 fait un flop total. D'ailleurs, j'ignorais totalement qu'il y avait un deuxième opus à ce film. La réalité se fait donc terrible, Matthew Perry est en passe de devenir ringard. Mais il ne lâche pas l'affaire pour autant, et après avoir reçu une nomination aux Golden Globes et aux Emmys pour sa performance dans ce Ron Clark Story, il est embauché pour un rôle important sur la série Studio 60 on the Sunset Strip créée par Aaron Sorkin, qui vient tout juste de révolutionner l'univers des séries télévisées avec The West Wing. À la Maison Blanche en français, regardez cette série, elle est géniale. Série dans laquelle Matthew a d'ailleurs joué le temps de 3 épisodes, ce qui lui a valu là aussi des nominations. Donc bon, sur le papier, jouer dans la prochaine série d'Aaron Sorkin, ça ne peut être que le début d'un nouveau rôle à succès. Sauf que non, ça ne fonctionne pas, à cause notamment d'Aaron Sorkin qui est un véritable contrôle fric sur le tournage et empêche toute tentative d'improvisation et de réécriture, ce qui est malheureusement la spécialité de Matthew Perry. La série est donc naturellement annulée après une seule et unique saison. Pour rebondir, Matthew va donc créer sa propre série, Mr. Sunshine, qui après avoir marché les 2 premières semaines, perd subitement toute son audience les jours suivants. Là aussi, il n'y aura qu'une seule et unique saison. Il enchaîne en tant que rôle principal dans la série Go On, même schéma, la série cartonne au début avant de s'écrouler totalement en cours de saison. Donc voilà, encore une fois, il n'y aura qu'une seule et unique saison. Pendant ce temps, Matthew enchaîne un peu comme à son habitude malheureusement les phases d'addiction et de sobriété et entre ainsi dans une nouvelle cure de désintox. À sa sortie, Matthew semble aller beaucoup mieux et va prendre à bras le corps la lutte contre les addictions. Ainsi, il transforme son ancienne maison à Malibu en centre de désintoxication et de réadaptation qui sera appelée la Perry House. Cette initiative sera saluée par l'administration Obama et plus particulièrement par l'Office of National Drug Control Polizei. Aucune idée de pourquoi je dis Polizei en allemand. En offrant à l'acteur le prix du rétablissement. Oui, ce prix existe. Et est-ce que c'est pas mieux qu'un Emmy Awards au final, hein? La question se pose. Faut savoir aussi que sur cette période, Matthew est le porte-parole de la NADCP, à savoir la National Association of Drug Courts Professionals, qui grosso modo sert à la création de tribunaux uniquement spécialisés à traiter des affaires judiciaires liées à la consommation de drogue. Et je suis désolé pour mon accent de merde. Vous l'aurez compris, Matthew Perry se consacre donc aux autres et arrive en tant que parrain aux alcooliques anonymes et aussi grâce à la Perry House à sortir de nombreuses personnes de leur addiction. En plus de ça, il ne va pas se cacher et être honnête vis-à-vis de ses addictions et en parler à la télévision, allant même jusqu'à faire une tournée européenne pour défendre l'idée des tribunaux spécialisés dans les affaires de drogue. Mais malheureusement, les coûts de la Perry House s'avèrent trop élevés et en 2015, 2 ans après son ouverture, l'acteur est contraint de revendre sa maison. Suite à cet échec, évidemment, il replonge dans la drogue. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il débute la série The Odd Couple, remake d'une célèbre série des années 70 que Matthew crée, produit et dans laquelle il joue en tant qu'acteur principal. Et cette série a cette fois plus de succès que les précédentes durant en tout et pour tout 3 saisons avant d'être annulée. Mais je pense que vous le voyez venir, l'expérience n'est pas toute rose pour Matthew Perry qui tout le long de la série va être profondément déprimé et évidemment complètement défoncé. Encore une fois, il rebondit, redevient sobre, oui c'est un peu la routine de sa vie finalement, et décide cette fois de se lancer dans le théâtre. Ha!
On ne s'y attendait pas à celle-là. Il va ainsi écrire et interpréter la pièce The End of Longing, que l'on peut traduire par La fin du désir. La pièce sera jouée au Playhouse Theatre du West End à Londres, et malgré des critiques presse négatives, va avoir un fort succès populaire et va faire salle comble. Le nom de Matthew Perry semble donc encore attirer du monde. Et il est temps pour cette pièce de conquérir Broadway et de donner enfin à Matthew une stature d'acteur dramatique. Sauf que non, à Broadway, Matthew est obligé de réécrire sa pièce en l'édulcorant et en retirant les gros mots. Putain d'américain. Et la pièce sera cette fois un échec aussi bien critique que commercial. Le New York Times enfonçant le dernier clou du cercueil en disant que Perry a écrit une pièce synthétique qui souligne principalement à quel point Friends est bien meilleur. Aïe, coup dur. Encore une fois. On arrive ainsi en 2018, année terrible pour Matthew Perry qui restera 5 mois à l'hôpital, dont 2 semaines dans le coma, suite à une perforation gastro-intestinale. En gros, il y a un gros trou dans ses intestins, et l'acteur manque sérieusement d'y laisser la vie. La pancréatite qu'il a eue 20 ans plus tôt étant du pipi de chat à côté. Et évidemment, tout ça est dû à une surconsommation massive d'opioïdes. On a malheureusement totalement l'habitude à ce stade du récit. Cette épreuve que l'acteur va traverser, qui sera à la fois douloureuse et humiliante, puisqu'il devra porter une poche de colostomie, une poche à caca, pendant 9 mois, ne clôt pas pour autant les problèmes de Matthew Perry, qui va cette fois devenir accro à l'oxycodone, le médicament qui lui a été administré pour gérer la douleur de sa perforation gastro-intestinale. Le serpent qui se mord la queue, en gros. Il faudra juste que sa psy lui fasse un déclic disant que la prochaine fois que vous penserez à l'oxycodone, je veux que vous pensiez aussi au fait de vivre jusqu'à la fin de votre vie avec une poche de colostomie. Et comme en plus la prochaine étape après l'oxycodone c'est l'héroïne et que c'est l'ultime limite de Matthew Perry, et oui, même les plus gros drogués ont des limites, il arrive une nouvelle fois à devenir sobre. En tout, la dépendance de Matthew Perry lui aura coûté 9 millions de dollars, 14 opérations à l'estomac, 15 cures de désintoxication, 30 ans de thérapie et plus de 6000 réunions des alcooliques anonymes. C'est plutôt pas mal comme palmarès quand même. Et il faut saluer le fait que l'acteur a réussi à sortir de sa vie de nombreux fléaux comme l'alcool, la Vicodine, l'oxycodone et même la cigarette sur ces dernières années. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant et Matthew Perry sera retrouvé mort dans son jacuzzi le 28 octobre 2023 et il semblerait, aux dernières nouvelles, que ce soit dû à une surstimulation cardiovasculaire et une dépression respiratoire causée par un niveau élevé de kétamine dans le sang. La kétamine étant un anesthésiant pour cheval. Voilà, encore un autre anesthésiant à mettre à son actif, mais qui malheureusement lui sera cette fois fatal. Voilà qui clôt la vie de Matthew Perry. Je voulais en parler parce que je ne vous apprends rien, mais l'addiction est un véritable fléau. Mais plus que ça, on en donne souvent un aspect que l'on pourrait qualifier d'un peu rock'n'roll, surtout quand ça touche des célébrités. Mais non, en fait c'est juste une maladie et comme dans le cas de Matthew Perry, c'est juste un mec seul qui essaye de s'échapper de sa propre vie. Il n'y a rien de fun là-dedans, il n'y a rien d'amusant à avoir perpétuellement à se confronter face à son propre cerveau qui n'a qu'une seule et unique lubie, essayer de te tuer avec n'importe quel produit. Malheureusement, Matthew Perry n'a pas survécu à ses addictions. Il n'a pas pu connaître une rédemption à la Robert Downey Jr. par exemple. Quoi qu'il en soit, il reste à mes yeux un exemple que l'addiction peut toucher n'importe qui. Parce que jusqu'à son décès, je n'avais aucune idée que le mec derrière Chandler Bing vivait un véritable calvaire et pouvait s'enfiler des dizaines et des dizaines de cachets de Vicodine en une seule journée. Et peut-être alors que d'autres personnes que l'on pourrait penser aux premiers abords amusantes et joyeuses font elles aussi face à des problèmes similaires. J'ai personnellement vécu quelques petites addictions, si seulement le terme petite addiction existe, allant grosso modo de la codéine au tramadol, et ouais, la perte de mémoire, le manque, mais aussi la joie de ne plus rien sentir du monde extérieur, ça me parle un peu. Bref, tout ça pour dire que derrière les sourires se cache parfois la détresse, et les exemples de clowns tristes sont assez nombreux au cinéma, avec par exemple Robin Williams qui a dû lui aussi affronter sa dépression et la cocaïne, Poulvord qui doit se battre aussi contre la dépression et l'alcool, ou encore le génialissime Peter Sellers qui avait lui aussi de véritables problèmes émotionnels et de toxicomanie. Mais tout ceci, ce sont d'autres histoires. Voilà, je ne cherche pas à vous faire la morale, je suis assez mal placé pour ça, et je tiens aussi à préciser que ma source principale de cette vidéo est l'autobiographie de Matthew Perry, Friends, Mes Amours et cette chose terrible. Donc évidemment, il y a des choses que Matthew Perry n'a forcément pas évoquées, parce que même s'il semble assez honnête et réaliste sur ses addictions, ces dernières poussent souvent à des mensonges, des manipulations et de la violence. C'est ainsi que son ex-femme, Molly Hurwitz, l'a accusé de violence conjugale en 2021 après que l'acteur lui ait
jeter une table basse dessus, ce qui a conduit à leur séparation. Et qu'en 2022, sa compagne de sobriété Morgan Moses, qui est nommée Erin dans l'autobiographie, a quitté son job et coupé tous les ponts avec l'acteur après que ce dernier l'ait poussé contre un mur et jeté sur un lit. Et la drogue n'excuse ou n'explique en aucun cas ce genre de comportement. Bon, on finit pas sur une touche joyeuse, mais j'avais quand même envie de démystifier ce Matthew Perry qui est un peu érigé comme un martyr de la lutte contre les addictions, qui attire forcément la sympathie avec le rôle qu'il a eu dans Friends, mais qui en fait est peut-être un sale con. Le temps nous en dira probablement davantage, des paroles vont peut-être se libérer, ou peut-être qu'il n'y a rien de plus à dire, mais dans tous les cas, essayez de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, essayez d'être franc sur vos problèmes, et surtout d'en parler, parce que c'est toujours mieux que de faire semblant et de souffrir en silence. Enfin, c'est mon avis. Et comme disait le Dalai Lama, la plus grande richesse est la santé mentale. Bon après, pas de pression non plus, on sait tous que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout vous abonner à cette chaîne. Tout ça, c'est un énorme soutien et ça me fait vraiment plaisir. Bref, je vous laisse là-dessus et je vous fais des bisous.